C'est bon, Marie nous a rejoint. On va attendre les spectateurs qui vont arriver donc au fur et à mesure dans les prochaines secondes. Voilà, les premiers arrivent. Parfait, voilà, c'est parti. Donc effectivement, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on est sur la journée de l'acquisition marketing digital par On Voice. On a déjà fait voilà, pas mal d'ateliers de conférences depuis ce matin et puis on conclut cette journée avec Query, donc sur le marketing sémantique, un nouveau sujet très très intéressant et qui est en plein bouleversement, en pleine évolution. Donc avec la présence de Geoffrey et Ralil, donc qui vont vous présenter ce que c'est le marketing sémantique, comment il le traite, quelques cas d'usage sûrement, et puis des chiffres. Ce que je vous invite à faire, c'est pour ceux qui sont là depuis ce matin, ils le savent, mais pour les nouveaux, en tout cas, à venir directement poser des questions dans l'onglet Converser qui est en bas de votre écran, sans oublier de mettre donc tous les participants avec les conférenciers, comme ça on aura accès, voilà, tout le monde aura accès aux questions, et également d'utiliser l'onglet questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est que Geoffrey Ralil, au moment où vous parlez, si je vois des questions très intéressantes pour préciser certains points, je n'hésiterai pas à vous interrompre pour vous les poser. Sinon, on les gardera pour la fin pour créer des échanges. J'aurai aussi certainement quelques questions pour vous à vous poser voilà, pour conclure cet atelier. Donc, je vous laisse la main. Bon atelier, bonne conférence. Et puis, je suis là si besoin, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. C'est très gentil de votre part. Je suis Geoffrey, CEO de Query. Je suis accompagné de Ralil, notre directeur commercial. Et on va essayer de répondre à ces petites questions. C'est la sémantique, la quête du sens et de la performance. On va vous faire une petite présentation en 3 temps. La première, c'est l'état du lieu du marché. Donc, on va vous expliquer, on va vous donner quelques KPI, quel est le statut du marché, notamment sur tout ce qui est réglementation, tout ce qui est cookies, etc. Ensuite, on va vous présenter une solution qui a du sens pour nous. C'est la sémantique qui nous semble plutôt intéressante et qui répond à pas mal de problématiques du marché parce qu'elle nous donne justement de la quête dans le sens. Et enfin, on va vous présenter aussi ce que la sémantique peut offrir en termes de performance et en quoi ça peut être un remède aux problématiques du marché digital actuel. Voilà. Allez, donc, vous le savez, la publicité digitale est en proie à de nombreux challenges aujourd'hui. Je vais commencer par celle du milieu. Bon, c'est la défiance des utilisateurs avec la collecte de data. Tout part de là. Hein. Les utilisateurs en ont assez de voir leur page ralentir, de voir qu'il y a des collectes dans tous les sens de la data de l'utilisateur pour en faire du reciblage publicitaire, mais pas que, aussi du tracking de leur navigation. Ils se posent beaucoup d'interrogations et puis ils ont de plus en plus peur. Du coup, ça implique des actions. D'une part, des technologies. Donc, Safari et Firefox, depuis un petit moment, empêchent par défaut ou non la pose de cookies tiers. Et bientôt, Google, via Chrome, empêchera, d'ici fin 2021, la pose des cookies tiers, ce qui va donner un impact considérable au marché. Collecter de la data utilisateur demain, si vous n'êtes pas un GAFA, ça va vous obliger de faire des concessions technologiques et éventuellement aussi des choix forts technologiques, c'est-à-dire utiliser les bases de données des gens qui ont la data. Et donc, voilà, vous allez vous retrouver de moins en moins dépendant des GAFA. Et enfin, la réglementation européenne, mais aussi californienne maintenant, qui tente de sensibiliser les internautes, qui tente de redonner le pouvoir aux internautes sur le consentement de partage de la data à des tierces personnes. Et Rally va vous donner un peu plus d'informations sur le RGPD et l'engagement de la CNIL sur cette quête. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Khalil, directeur commercial. Oui, l'idée, c'était de faire un très bref rappel du RGPD, puisque aujourd'hui, je pense que autour de cette table virtuelle, tout le monde est au fait. On a tous vécu il y a à peu près 2 ans. Mais c'est toujours important de rappeler un peu les différents principes du RGPD, parce que ça nous mène aussi derrière aux nouvelles recommandations de la CNIL qu'on va présenter aussi très rapidement plus tard. D'abord, il y a vraiment 4 axes principaux. Le premier étant sur la transparence sur la finalité. Donc, l'idée ici, c'est de manière
très basique de dire aux utilisateurs, aux collaborateurs d'une entreprise, à toute personne utilisant un service ou appartenant à une entité, pourquoi on collecte des données et à quoi servent-elles, des données sur cette même personne. Ensuite, le deuxième point, c'est la preuve de consentement. Donc d'abord, il faut collecter le consentement et ensuite le stocker quelque part et le rendre accessible à tout moment pour une vérification juridique ou autre. Ensuite, donner le droit d'accès et le droit de retrait à toute personne ayant partagé ses données personnelles avec une entité, une entreprise ou un service particulier. Ce point est très important puisque à tout moment, une personne peut sortir d'un programme de collecte. Et donc, ça a été un point très avant-gardiste, on va dire, dans la protection des données utilisateurs. Donc, tout simplement, avoir accès à ces données-là, pouvoir les modifier s'ils le souhaitent ou pouvoir complètement les supprimer. Et ensuite, le quatrième on va dire axe, c'était se porter sur la portabilité et donc de pouvoir télécharger à tout moment toutes les données qu'on aura collectées sur soi sous un fichier qui est aisément exploitable. Donc, la RGPD ne visait pas forcément l'univers de la publicité digitale, mais donnait un cadre sur l'ensemble, on va dire plutôt de la société, puisqu'elle réglementait la collecte des données utilisateurs par une entité, une entreprise. Ça concernait aussi les collaborateurs d'une propre entreprise, etc. Mais ça a forcément aussi impacté la publicité digitale, puisqu'on a vu l'apparition, ou en tout cas la généralisation des CMP, qui étaient là justement pour répondre à tous ces principes-là, notamment la collecte du consentement et le stockage du consentement, l'accès et le retrait aussi des données. Ces CMP, nous tous, autant qu'utilisateurs, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement différents d'un site à l'autre. Certaines n'étaient plus claires que d'autres. Certaines n'étaient absolument pas claires. Certaines étaient vraiment orientées de manière à ce qu'on puisse uniquement accepter. Et donc, en fait, ce qui nous ramène aujourd'hui aux nouvelles recommandations de la CNIL qui tendent justement à rectifier ça. Alors, aujourd'hui, c'est sous forme de projet. Rien n'est encore clair, rien n'est encore acté. Mais en tout cas, on sait quels sont les 4 principaux axes sur lesquels la CNIL voudrait justement travailler des projets de recommandation qui vont venir vraiment structurer davantage le marché de la publicité digitale. Parce qu'effectivement, ce nouveau projet de recommandation cible particulièrement le marketing et en l'occurrence la publicité digitale. Alors, les projets de recommandation de la CNIL s'attaquent particulièrement à l'utilisation des cookies. Et donc, il faudrait de données explicites sur la manière dont ces cookies vont fonctionner, qu'est-ce qu'elles vont collecter et avec qui on va partager ces données-là. Donc, et vraiment, c'est le même principe de la RGPD, de manière beaucoup plus détaillée sur le cookie. Et surtout, en fait, cette finalité doit être accessible à l'utilisateur en amont de son consentement. C'est-à-dire que d'entrée, il doit voir qui collecte, comment collecter et pourquoi ils sont collectés et ensuite donner son consentement. Ensuite, on parlait des CMP à l'instant. Effectivement, le deuxième axe, c'est plutôt sur un axe de design des CMP qui, comme je vous l'ai dit précédemment, diffère d'un site à l'autre. Et l'idée ici, c'est de réglementer, de standardiser les CMP et surtout de les rendre beaucoup plus clairs pour l'utilisateur. Donc, on a un concept de symétrie entre les boutons accepter et les boutons refuser et de donner en fait cette possibilité à l'utilisateur de pouvoir sortir du programme en un seul clic. Ensuite, il y a un troisième point qui va être aussi réglementé, c'est le suivi des données personnelles entre les différents sites. Alors, sur ce point-là, la CNIL n'est pas totalement, on va dire, claire sur le sujet, mais l'idée, c'est de vouloir donner la possibilité à l'utilisateur d'aller dans un second niveau et de pouvoir gérer le consentement par catégorie de cookies et par partenaire. Autrement dit, cela peut handicaper toutes les logiques d'audience planning qu'on connaît depuis un certain temps sur le marché de la publicité digitale, qui consiste à traquer une personne d'un site à l'autre, d'un environnement à l'autre, pour pouvoir mettre en place des stratégies de retargeting, de scénarisation créative, etc. etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de cadrer de manière beaucoup plus stricte la manière dont on va pouvoir traquer le parcours d'un utilisateur et donc de pouvoir créer par la suite des segments d'audience comportementale, etc., etc. Ensuite, le dernier point qui touche plutôt sur la durée du consentement. Alors, une fois qu'on a collecté le consentement de l'utilisateur, combien de temps doit-on attendre avant de redemander un consentement, etc. Encore une fois, on parle de 6 mois, mais ce n'est pas complètement acté. La CNIL n'est pas tout à fait au fait et claire sur ces points. Donc voilà, tout ça pour montrer qu'aujourd'hui,
on tend vers des réglementations qui donnent le choix à l'utilisateur et donc donnent la main à l'utilisateur quant à l'utilisation de ces données. Nous sommes encore une fois dans une logique de projet, donc on aura du mal à calculer l'impact, mais on peut quand même se projeter sur la monétisation des sites, mais aussi sur la collecte des données pour un marketeur, pour une marque ou un produit. Et donc, on s'est basé sur 2 études qui sont sorties récemment. Le premier est un baromètre de Empiric qui dit que 80% des internautes n'accordent pas leur consentement si le refus est aisément possible. Et 47% des utilisateurs suppriment les cookies lors de leur visite sur des sites web. Donc ça, c'est Wavestone 2019. Donc, à travers ces 2 chiffres qui sont très parlants, l'idée, c'est de montrer que les utilisateurs n'attendent pas forcément qu'on leur donne le cadre pour supprimer leurs données utilisateurs. Ils le font par eux-mêmes dans un cadre personnel, en allant sur leur navigateur, en supprimant tous les cookies. Donc, il y a une vraie volonté, aujourd'hui, il faut l'entendre, il faut l'accepter, une vraie volonté des internautes de contrôler de plus en plus et de moins partager leurs données utilisateurs. Je redonne la main du coup à Geoffrey qui va continuer sur un autre axe qui est celui des GAFA. Khalil a bien avancé sur la partie du coup légale et le coût que ça peut vous représenter à la fois pour les annonceurs et les publishers en termes de risques légaux, en termes de coûts d'installation, je pense au TCF, pour les publishers, etc., les installations de CMP. Voilà, il y a une couche de surcoût de risque qui s'ajoute suite au légal. Et ensuite, maintenant, bon, on en parlait tout à l'heure avec les technologies et les cookies qui vont être amenés à disparaître des navigateurs. Le ciblage utilisateur, c'est avant tout un ciblage big data. C'est-à-dire qu'il nous faut énormément de data sur l'utilisateur pour pouvoir faire des projections de tendance et d'intention. Et qui a le pouvoir de faire ça? C'est principalement les GAFA. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des partenaires qui ont des audiences assez importantes pour avoir de la data et avoir des collectes de data. Je pense à des partenaires bien en particulier. Mais voilà, aujourd'hui, si vous voulez continuer à faire du ciblage utilisateur, on va vite se retrouver dans le futur avec la solution qui est toute trouvée par Google suite en plus à son annonce de suppression des cookies dans Chrome, c'est la Privacy Sandbox. Et du coup, la dépendance déjà des budgets publicitaires est fortement du côté des GAFA, parce que c'est les GAFA qui ramassent 80% des budgets publicitaires. Mais en plus, si la data est encore chez eux, vous imaginez bien la dépendance et la consolidation du marché pour les GAFA en termes de dépenses publicitaires. Allez, je te laisse passer. Et il faut aujourd'hui trouver une solution pour sortir, et tous ensemble, pour sortir de la data user-centrique. C'est un marché qui devient de plus en plus dépendant, on l'a vu, de plus en plus risqué légalement. Et il est important qu'on réfléchisse tous ensemble à des solutions pour l'après-cookie, pour l'après-data utilisateur et avancer sur des projets en commun. Donc, il y a plein de projets qui vous ont été présentés notamment aujourd'hui. Nous, on vous présente un projet à base de sémantique. Mais voilà, c'est l'occasion de redéfinir de redistribuer les cartes, de redéfinir les roadmaps du futur sur le marché du digital et essayer d'aller chercher des choses innovantes et sortir complètement du dogme user-centrique où je vais me contenter depuis 10 ans maintenant, ou peut-être 15 ans maintenant, de faire du reciblage publicitaire. Tout à fait. Du coup, on vous a préparé un petite frise chronologique qui va venir vraiment illustrer tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'aujourd'hui, l'avant-réglementation, on va dire, restriction technique, on avait des bases de données cookies qui étaient vraiment accessibles à tous, qu'on pouvait tous construire des DMP, des bases de données cookies à tout va. Donc, c'était un peu le Far West, on peut se le dire. Aujourd'hui, ça a été un peu plus réglementé, mais les bases de cookies sont encore suffisantes pour diffuser et surtout optimiser les campagnes. On sait tous aujourd'hui que la performance vient aussi du reach que peut offrir la donnée et donc de pouvoir se priver d'un utilisateur et plutôt valoriser un autre. Et donc, mais demain, avec toutes ces restrictions et tous ces dangers-là, certaines attaques, bien évidemment, ce qu'on vient de dire ne concerne absolument pas les GAFA ou
ou tout publisher qui est assez de reach pour pouvoir opérer uniquement dans son environnement, donc les walled gardens, mais plutôt toutes les AT qui vont graviter autour de ces mastodontes-là et qui vont voir en fait l'accès à cette data de plus en plus serré, de plus en plus restrictif. Et donc, la volonté de Query aujourd'hui, mais la volonté du marché devrait s'orienter justement, comme disait Geoffrey, vers une action collective qui tend à valoriser une autre typologie de data, et vous vous en doutez très bien, donc c'est la data contextuelle et sémantique, et de justement essayer de placer la valeur non plus uniquement dans les audiences, mais aussi dans les contenus qui, pour rappel, font le web aujourd'hui. Et donc, c'est un peu notre logique et notre philosophie. On vous a essayé de faire un petit rappel aujourd'hui de ce que c'est le contextuel et particulièrement la sémantique. Donc, aux prémices, on va dire, de la publicité digitale, ce qu'on faisait, c'était du pur media planning pour aller faire du contextuel et aller chercher des contextes affinitaires pour une marque. Donc, typiquement, si on avait une publicité automobile, on appelait par exemple un car Hadisiaque et on affichait. Donc, on allait par nom de domaine sélectionner tous les sites en fonction de leur thématique principale, etc., pour pouvoir afficher la publicité sur des univers en affinité avec la marque ou le produit. Ensuite, avec les avancées du tagage, des plans de tagage sur les sites, on a pu se concentrer sur certaines rubriques thématiques. Donc, par exemple, si on a un produit de puriculture, on peut cibler la thématique sur le site féminin, par exemple. Ensuite, avec l'avènement du programmatique, on a commencé à injecter des listes de mots-clés pour s'assurer notamment l'environnement brand safe, on va dire, mais aussi pour essayer de en rapport avec notre produit ou notre marque. Ces techniques ont beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, notamment sur le fait que le keywording ne permet pas d'avoir une précision, une accuracy que méritent vos campagnes. C'est-à-dire que c'est soit trop restrictif, puisqu'on va s'accorder à aller chercher des mots dans un contenu, soit trop inclusif, parce que certains mots peuvent apparaître dans un contenu qui ne traite pas de la thématique du produit ou du client. Ensuite, on a vu naître d'autres technos qui s'intéressaient, qui prenaient en plus des keywords, beaucoup plus d'éléments, notamment qui analysent les titres des articles, qui vont analyser aussi le nom de domaine pour venir s'assurer qu'on est bien sur un contexte qu'on cherche. Donc, typiquement, on va regarder si c'est autonews.fr, on est encore plus sûr qu'on est sur une thématique auto. Ce qui nous ramène à la sémantique, qui est aujourd'hui vraiment un pas en avant dans ce levier qui est le contextuel, qui consiste vraiment à aller analyser de manière exhaustive l'ensemble d'un contenu éditeur et de pouvoir se dire, une fois analysé, de quoi parle exactement ce contenu-là, cet article-là. Alors, avant de vous expliquer de manière beaucoup plus technique la manière dont, par exemple, nous, on procède, quelle est notre manière de fonctionner pour y arriver, on va juste se positionner rapidement sur qu'est-ce que l'analyse sémantique, c'est-à-dire ce qui concerne le sens et la signification. Chez Query, on y a rajouté une couche de sentiments pour donner plus de granularité à nos algorithmes et de permettre justement d'avoir assez d'informations pour nourrir nos algorithmes de machine learning. Et donc, pour pouvoir effectivement faire cette analyse sémantique, on va se baser sur deux branches de l'intelligence artificielle qui sont la NLP, Natural Language Processing, qui va nous permettre de déterminer le sens d'un contenu, et la NLU, Natural Language Processing, Understanding, il y a une petite faute sur la présentation, qui va nous permettre, elle, de rajouter cette couche de sentiments. Comment ça fonctionne? Alors, d'abord, lorsqu'on a souhaité lancer le projet, on a été confronté, donc on opère dans des univers programmatiques où la rapidité de réponse est clé dans la réussite des campagnes et dans la livrabilité des campagnes. Aujourd'hui, on doit répondre en moins de 8 millisecondes. Donc, la question de se dire, à la bid request, on va analyser le contexte et afficher en fait la publicité a été écartée très rapidement parce que ça demande beaucoup plus de temps et une structure data beaucoup plus élaborée. Donc, on a établi un workflow qui est le suivant, c'est-à-dire qu'on va aller en amont de toutes nos campagnes et indépendamment de la diffusion des campagnes, crawler le web, télécharger des contenus qu'on va nettoyer, c'est extrêmement important, on va faire un petit focus très rapide là-dessus, qu'on va ensuite, à travers des modèles sémantiques, classifier sur le sens et le sentiment.
en parlant de cleaning, effectivement, aujourd'hui, quand on récupère une URL, on va récupérer l'ensemble des éléments qui sont présents dans cette URL. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est uniquement le texte de l'article, ce qu'on appelle le parsing, c'est-à-dire qu'on va s'atteler à télécharger et à ne se focaliser uniquement que sur le texte que le journaliste a produit. Ensuite, on va aller un peu plus en détail sur un nettoyage sémantique. L'idée ici, c'est de retirer tous les éléments qui n'ont pas de poids dans la détermination ou très peu de poids dans la détermination du sujet. Donc, on parle de caractères spéciaux, mais aussi de mots vides. Ça peut être des conjonctions de coordination, etc., etc. Et dans un quatrième point, on va s'attacher à normaliser. Donc, l'idée ici, c'est de regrouper tous les mots d'une même racine sous cette même racine. Ici, le concept, c'est de vraiment compacter et rendre le plus efficace le contenu qu'on va analyser ensuite. Et ensuite, on va procéder à l'analyse. Donc, c'est un petit schéma qui peut paraître très barbare, mais qui est très simple. Donc, on a sélectionné pour vous un texte assez court pour la petite démo, mais on fait ça sur des articles beaucoup plus longs et sur des centaines de milliers d'URL par jour. Là, on a un texte qui dit « Après avoir nourri son chat, un employé de Query se rend au Gosima, qui est un bar de ping-pong, pour perdre son match de ping-pong. » Et donc là-dessus, on va avoir des mots qui sont en gras et en bleu. Ce sont les mots qui ont été sélectionnés par le parsing. Tous les autres ont été sélectionnés comme n'ayant pas de poids pour la détermination de la thématique. Ces mots vont traverser un réseau de neurones qu'on a développé. Et vous voyez sur les verticales, à chacune des étapes, il va y avoir, via une fonction mathématique, un poids qui va être accordé à tous ces mots. Et d'une étape à l'autre, ce poids va être réajusté en fonction de cette fonction mathématique, justement, pour qu'à la sortie, on ait une réponse très claire, un score d'appartenance à une thématique précise. Donc là, on peut le voir, la réponse est la suivante, donc le modèle, le score, est à 75% de poids sur l'animal de compagnie, puisqu'on doit nourrir chat, et puis 39% de restauration, puisqu'on parle du bar Gosima, et 95% de tennis de table. Sur la démo, on vous a donné un résultat sur à peu près 3 modèles sémantiques. Il faut savoir que chez Query aujourd'hui, on en a plus de 400. Et donc, pour chacun des textes, chacune des URL, on va avoir une réponse exhaustive sur l'ensemble des modèles sémantiques. C'est très important, c'est ce qu'on appelle le multiscoring par URL, car aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'un texte ne parle jamais que d'un seul et même sujet. Et donc, la logique de mots-clés, effectivement, on s'en libère complètement pour venir identifier l'ensemble des sujets abordés dans un texte et y accorder un poids différent. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le sujet exact et donner assez encore une fois, de granularité à nos algorithmes pour les optimisations. C'est très important, Geoffrey va y revenir un peu plus tard, puisque c'est aussi important de savoir de quoi parle le texte, de savoir aussi de quoi il ne parle pas. C'est une donnée qui est prise aussi en compte par nos algorithmes pour l'optimisation. Donc ça, c'est le modèle qui permet de déterminer le sens. Pour le sentiment, le concept est exactement le même. Donc, on a pris un texte très négatif et l'idée, c'est de montrer que de la même manière, le parsing va sélectionner les mots qui ont le plus de poids dans la détermination du sentiment et il va les faire passer à travers un réseau de neurones où le poids de chaque mot va être recalculé et réajusté pour une sortie, avoir plutôt une réponse binaire puisque c'est soit positif, soit négatif. La somme des deux ne pouvant être égale qu'à 1. Et donc, pour chacun des textes, on va avoir 2 typologies de scores, un score au niveau du sens et un score au niveau du sentiment qui vont nous servir à eux deux à injecter, à optimiser et à diffuser nos campagnes pour atteindre les KPI qui nous seront fixés. Je redonne la parole à Geoffrey qui va expliquer justement comment, là on a passé à peu près très rapidement de la manière dont on va construire et collecter notre data et comment aujourd'hui on va l'injecter dans nos campagnes pour justement le sujet de ce webinaire, c'est justement de répondre à la question de performance aussi qui est très importante. Vous l'avez compris, le but de la sémantique, c'est de comprendre en temps réel le contenu d'une URL qui est visitée par un internaute. Et grâce à cette technologie, du coup, on ne cible plus l'intention de l'internaute, c'est-à-dire ce qu'il a fait avant et ce qu'on pense qu'il va faire plus tard. Donc, on peut se retrouver du coup avec des annonceurs auto sur des pages sport ou sur des pages, je ne sais pas, moi, mode, mais de cibler l'utilisateur grâce à la sémantique au moment où son intention sur un sujet sont maximales.
Donc, c'est-à-dire qu'on va cibler son attention. Et nous, on pense que ça fait tout à fait du sens parce que c'est quand vous êtes un annonceur auto, par exemple, qui est le moment d'être affiché dans un contenu de lecture auto et d'y afficher votre marque et d'y afficher votre produit. Et on le verra plus tard avec quelques exemples. C'est là qu'on arrive à avoir les meilleures interactions avec l'utilisateur sur les publicités affichées. Allez, je te laisse changer la slide. Ouais. Alors, on peut faire bien sûr du ciblage. On est une campagne auto, on peut faire bien sûr du ciblage automobile tout venant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des propositions de ciblage. C'est-à-dire sortir un petit peu des terrains battus et aller risquer du ciblage sur d'autres thèmes thématiques. Donc, on a une première sélection de thèmes thématiques que vous avez là. Donc, c'est les sous-modèles d'automobile, SUV, hybride, citadine, berline. Et on peut très bien regarder les performances et suivant la cible de la campagne question, donc là on a mis un exemple à 0,4% de CTR, on peut tout simplement exclure automatiquement auto-citadine et auto-berline et dire à l'algo sur SUV, sur hybride et sur automobile, c'est là que nous avons les meilleures performances. Et donc toutes ces URL-là, tu vas les reprendre dans ton système de machine learning et améliorer ton algorithme par rapport à ces URL-là qui nous offrent les meilleures performances. Et on peut cette fois-ci aussi aller un pas en dessous, c'est-à-dire sur du discovery. Cette fois-ci, tenter des modèles sémantiques comme sport automobile, comme parents, comme mode luxe, comme travel road trip, et voir les performances qui sont associées. Et suivant les résultats, donc on voit que parents et travel ont des performances négatives. On peut les sortir du coup du media planning et dire à notre algorithme, retiens seulement sport automobile et mode luxe pour l'intégrer dans ton machine learning et dire que ces URL ont aussi des performances attendues sur des campagnes auto. Et donc, on est sur un système auto-apprenant suivant les performances des campagnes pour proposer un maximum d'échantillonnage d'URL pour diffuser les campagnes au bon moment. Donc, on vous a préparé un petit case study d'une campagne qu'on a réalisée avec Terega, qui est un transporteur de gaz en France. Et c'était juste pour illustrer, on a choisi une thématique assez précise, puisque aujourd'hui, Terega était sur une campagne très institutionnelle avec différentes cibles. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui à travers toute une analyse sémantique, c'est qu'on a pu traduire en fait toutes les cibles de Terega par des modèles sémantiques que vous voyez en face de vous. Et donc, pour aller chercher des univers très affinitaires avec les différentes cibles. Donc, par exemple, pour B2C, on va aller plutôt travailler des univers de travaux d'extérieur, de sujets sur les énergies vertes, sur l'économie qu'on peut faire sur les coûts d'énergie d'un foyer, par exemple. Pour une cible plutôt prescriptrice, on était plutôt allé sur des sujets un peu plus institutionnels et par exemple sur l'énergie renouvelable, les politiques énergétiques, etc. Pour le B2B, on était plutôt focalisé sur des contenus d'industrie, d'urbanisme, etc. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais l'idée c'était de vraiment dispatcher et proposer autant de modèles sémantiques, donc comme on a pu vous montrer précédemment sur la campagne automobile, qui vont permettre aujourd'hui d'avoir une couverture exhaustive et de pouvoir justement donner la capacité à nos algorithmes de couper et de surdiffuser sur certains univers qui fonctionnent mieux que d'autres. Et les performances ont été forcément au rendez-vous, puisqu'on a constaté, c'était une campagne vidéo, on a constaté un taux de complétion entre 63 et 69% en fonction des cibles pour des formats, on va dire, IAB, un uplift d'engagement de 36% sur le CTR versus la moyenne du plan et un taux de rebond extrêmement faible, comme vous pouvez le constater, qui atteste de la qualité du ciblage sur le coût et des coûts aussi très intéressants. L'idée de ce case study, c'est aussi de montrer que la data sémantique, le contextuel, est un levier qui se siffle à lui-même. Et donc, on a souvent eu des idées à peu près reçues que c'était un levier qu'on pouvait apporter en complément d'un ciblage utilisateur. Et donc, on pouvait affiner ce ciblage-là à travers la mise en place de mots-clés, etc. Aujourd'hui, techniquement, on est capable de produire des stacks techniques
qui n'opèrent que sur ces données-là, donc des données contextuelles sur le contenu, et qui peuvent aller générer de la performance tout aussi bien que des user-centriques, des données user-centriques, voire meilleures. Et notre but et notre volonté, c'est de remettre la valeur, non plus dans les audiences, mais dans les contenus éditeurs, comme j'ai pu le dire précédemment. Et je vais laisser Geoffrey conclure avec une slide liée à Query. Très rapidement, donc, sur Query, on est une société assez jeune. On a lancé le projet en début 2019. On a eu une petite levée de fonds en début de cette année-là. Ce qui est important à retenir, on est une équipe de 20 personnes, dont un peu plus de la moitié qui sont des ingénieurs ou des data scientists. Et surtout, si vous devez retenir quelque chose, on a construit le projet autour d'une valeur simple, c'est de changer le marché du digital et sortir complètement de la data utilisateur pour proposer du ciblage publicitaire différent. Et voilà, on est parti sur le contextuel, on est allé plus loin avec le sémantique. Et c'est une valeur très importante pour nous. Vraiment mettre de côté la data utilisateur. On ne collecte aucune data sur l'utilisateur, même les conversions, même les impressions, même les clics, etc. C'est très important pour nous. On pense que le changement du marché se fera par des concertations communes, des projets communs. Et on vous invite tous à venir échanger avec nous sur vos propres projets, sur vos propres idées et voir si il y a des beaux projets à monter ensemble ou tout simplement se donner des idées, se donner une impulsion, du courage pour passer à la suite. Voilà. Merci à tous. Je crois qu'on a quelques questions. Et puis, Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Geoffrey Ralil. C'était très, très intéressant. Oksana a une première question. C'est est-ce que le sémantique va aussi concerner la recherche vocale? C'est vrai que c'est un sujet aussi très à la mode en ce moment. Est-ce que, du coup, le projet de Query s'inscrit aussi par rapport à ça ou pas du tout? c'est une bonne question. C'est généralement les mêmes algorithmes. On est sur du Natural Language Processing. Mais avant de transformer une commande vocale, on la transforme en texte pour qu'elle soit compréhensible. Donc, on fait du speech to text, on dit. Et après, on les rentre dans des algorithmes de Natural Language Processing qui sont plus ou moins complexes. Donc, a priori, tout ce qui est Alexa et Google est plutôt complexe. C'est basé sur des réseaux de neurones et qui nous permettent de comprendre ce que veut l'utilisateur. C'est grâce à ça que Google, par exemple, fait une recherche et retranscrit un résultat. Nous, on a créé une solution sémantique basée pour la publicité. Je sais qu'il y a des projets qui sont justement pour créer de l'inventaire publicitaire sur les box vocales. Donc oui, nous, on pourrait très bien aller sur ce créneau-là. Dans notre roadmap, on pense aussi à l'audio, on pense à la vidéo et aussi surtout à la Connected TV. Donc répondre en temps réel sur des flux vidéo, des analyses sémantiques. Ok, très clair. Une autre question, comment se réalise l'analyse du texte chez l'éditeur? Est-ce qu'on pourra plus de précision? On parle de la récolte de la data? Oui, je pense que c'est-à-dire en gros, oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, la récolte de la data, c'est tout simplement un petit robot qui reçoit une URL en entrée, qui va donc télécharger le contenu de l'URL, qui va se concentrer sur le contenu même. Donc, on va enlever tout ce qui est publicité, images, vidéo, comme le disait Ralil, garder les mots essentiels. Et grâce à ça, en fait, on le passe dans la moulinette pour avoir le scoring sémantique en face. Donc, en fait, c'est des robots de crawling, de téléchargement de contenu. Très clair. Moi, j'avais une petite remarque et une question. Pour suivre un peu l'univers du digital depuis 10 ans maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le marketing sémantique et l'univers sémantique, c'est ce qu'on pourrait appeler le Web 3.0, c'est-à-dire l'analyse plus du texte, plus du sentiment, comme vous l'avez mis en avant. Et je pense notamment à Google aujourd'hui, qui se positionne de plus en plus comme un moteur de réponse plus que de recherche. Oui, parce que le contenu, on a eu tendance pendant longtemps à l'oublier parce qu'on ciblait justement l'utilisateur, quel que soit son contexte de lecture. Et je pense que ça nous fait du bien de revenir un petit peu en arrière sur le contenu tout en proposant une marche à l'avant avec des nouvelles technologies de temps réel
qui sont tout à fait adaptés à ce qu'on a aujourd'hui en programmatique sur le marché. Donc, alors, Web 3.0, c'est une belle formule, pourquoi pas. Mais on pense que c'est une partie de la solution du futur. D'accord. Une nouvelle question de Arnaud. Réfléchissez-vous à extrapoler le type sociodémographique, sexe, âge de l'internaute depuis l'analyse sémantique de sa page web? Oui, oui, on pense à l'extrapoler. Aujourd'hui, on a les moyens de catégoriser suivant le sexe un contenu, s'il est plutôt un sexe à destination féminin ou masculin, ou même sa catégorie socio-professionnelle. On est en capacité de le faire. Il suffit de le faire apprendre aux machines. Donc, nous trouver des bases de données ou des bibliothèques de données adéquates pour faire apprendre notre moteur sémantique ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, enfin, qu'est-ce qu'est un contenu homme, qu'est-ce qu'est un contenu femme. Et on pourra proposer avec un certain pourcentage, une certaine fiabilité des résultats sur le sexe et le CSP. Ouais, le défi sur ce point-là, c'est de continuer à rester sur une ligne de mire, de ne pas stocker chez nous ces données qui seront liées à l'utilisateur, mais de le faire via une diffusion probabilistique. Donc, comme disait Geoffrey, apprendre qu'est-ce qu'un contenu homme, qu'est-ce qu'un contenu femme, et de via une diffusion probabilistique atteindre des scores de couverture sur cible, par exemple. Très clair. Moi, une question que je vous pose, pour lancer une campagne avec vous, ça prend combien de temps? Comment ça se passe dans les faits concrètement? Si là, on a des marques qui voudraient se lancer avec vous dans les prochaines semaines, concrètement, comment ça va se passer? On opère très rapidement, hein, comme tous les acteurs du marché. Aujourd'hui, on est organisé comme une n'importe quelle tech du marché. On va réceptionner un brief en moins de 24 heures. On va pouvoir proposer une recommandation de modèles sémantiques. On a aussi une flexibilité, donc on n'en a pas souvent parlé, mais on est capable. Aujourd'hui, on a une bibliothèque de 400 modèles sémantiques qui couvre une grande quantité de sujets. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, vu qu'on a la main sur nos propres algos, c'est de pouvoir créer des modèles sémantiques sur mesure. On a travaillé par exemple avec une mutuelle qui cherchait à toucher des mamans avec des enfants ayant des allergies alimentaires. Et donc, en moins de 48 heures, on a créé le modèle sémantique allergie pour enfants. Donc, on a appris à l'algorithme ce que c'était les contenus autour de l'allergie pour enfants et on allait constituer donc un pool d'URL qui correspondent parfaitement à cette thématique-là. Et donc, on est sur des délais de maximum 48 heures pour le setup et la mise en place. Pour le reste, c'est vraiment du setup sur une plateforme d'achat. Donc, je pense que tout le monde ici sait à peu près les délais qu'il faut pour la validation des créas et le lancement de la campagne. Et justement, sur les formats aujourd'hui, c'est format IAB, vidéo, quels sont tous les formats que vous couvrez? On est connecté à quasiment tous les SSP du marché. Donc, on est capable de faire des formats IAB, du native, de la vidéo, in-stream, out-stream. On fait de l'habillage, on fait vraiment tout type de format. Aujourd'hui, on est vraiment agnostique vis-à-vis des SSP. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de maîtriser les contenus. Donc, la seule contrainte qu'on a, c'est de pouvoir couvrir un maximum de contenu sur le web pour pouvoir avoir le reach suffisant et diffuser nos campagnes, effectivement. Mais ouais, pour les formats, on est quasiment sur l'ensemble des formats aujourd'hui. On a des projets aussi de développer notre propre réseau et donc de pouvoir proposer des produits un peu plus tactiques comme de la DCO contextuelle. L'idée, ça serait d'adapter le message publicitaire en fonction du contenu qui est en train de lire la personne. Ayant une maîtrise parfaite de ce que raconte le contenu, on est capable d'adapter le message de la marque en fonction de ce que la personne est en train de dire dans l'instantané. Ok, très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il me semble qu'on a fait le tour. Peut-être, Raïl, nous dire concrètement comment on fait. On te contacte directement si on veut travailler avec toi, par ton mail, par le site, c'est ça? Tout à fait. On a une équipe qui a été staffée. On est prêt à discuter avec vous, à pouvoir travailler sur des recos, etc. Donc, n'hésitez surtout pas par mail, par téléphone, en physique. On est à disposition. Ok, super. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, non, Oksana qui nous remercie, parfait. Peut-être un petit mot de la fin, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous y avez l'un ou l'autre ajouté quelque chose. Oui, venez nous voir, n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter. Encore une fois, je répète le message, hein, on est là
pour travailler ensemble. Il y a une valeur forte chez Query, c'est le partage. Et d'ailleurs, OnVoice nous permet justement de partager notre savoir et eux de nous donner du temps de parole dans leur webinar. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Confrontez-nous, même si vous n'êtes pas d'accord. Donnez-nous des idées si vous avez des bonnes idées. N'hésitez pas, notre porte est toujours ouverte. Super, ben merci beaucoup Geoffrey pour ce mot de la fin. Merci à tous les deux de votre participation à cette journée qui du coup se conclut avec vous. Ça a été voilà, une super journée, comme on disait tout à l'heure, avec une conférence et 6 ateliers sur plusieurs leviers, plusieurs sujets innovants et surtout français. Donc ça, c'était aussi très important pour nous de mettre en valeur justement dans ce contexte les acteurs français. Voilà, j'invite en tout cas tous les participants de cet atelier à retrouver le replay si besoin, donc directement sur la plateforme pour revoir du coup, si besoin, en tout cas, ce qui a été expliqué ici, à contacter du coup les équipes de Query, donc Ray et Geoffrey et toute l'équipe de Query si jamais vous avez des projets. Et du coup, voilà, j'en profite en tout cas pour ceux qui, j'ai vu, ont participé à toute la journée pour les remercier. C'était voilà, un gros travail de préparation et ravi en tout cas que du contenu qui a été proposé, et encore une fois par Query aussi, qui a été vraiment très, très intéressant et très innovant. C'est ça qui a été important. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci aux équipes de Saloon, je vois qu'ils sont encore connectés pour leur accueil aussi sur la plateforme. Et puis en tout cas, à très bientôt, Geoffrey et Raline. Merci beaucoup. Merci. Et à tous, à bientôt aussi. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.